Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une dynamique qui chamboule complètement notre époque, l'évolution de l'espace public. On va voir comment la liberté de la presse traditionnelle se heurte de plein fouet au bouleversement géant de l'ère numérique. C'est un sujet hyper important, tout simplement parce que l'arrivée des nouvelles technologies a totalement redessiné la façon dont on débat en société. Alors, au menu de notre feuille de route aujourd'hui, on a 5 grands piliers sociologiques. D'abord, l'espace public. Ensuite, la mise à l'agenda. Puis, l'intersectionnalité, les fameuses catégories de fausses informations. Et pour finir, les cyberviolences. C'est vraiment grâce à ces 5 points qu'on peut saisir l'évolution, il faut le dire, un peu chaotique du débat citoyen aujourd'hui. Allez, on commence. Première grande étape, l'espace public et la démocratie. Et pour bien comprendre le bazar de notre monde numérique actuel, il faut faire un petit bond dans le passé, vers l'idéal démocratique classique. Le sociologue Jürgen Habermas a théorisé un concept fascinant. Prenons l'Europe du XVIIIe siècle, au temps des Lumières. Habermas voyait l'espace public comme une sphère purement rationnelle, un endroit où, en théorie, on oubliait toutes les inégalités sociales pour chercher ensemble le bien commun. Et tout ça en s'appuyant très fortement sur une presse libre et complètement indépendante. Bon, dans la réalité, ce modèle classique mettait quand même beaucoup de monde sur la touche. En fait, il imaginait surtout un citoyen masculin, occidental et plutôt aisé. Face à ça, la philosophe Nancy Fraser a bien expliqué que les groupes marginalisés ont dû créer leurs propres espaces, ce qu'elle appelle des contre-publics subalternes. C'était littéralement des sphères parallèles, totalement indispensables pour faire entendre des voix alternatives et, tout simplement, exister politiquement. On avance dans le temps et on arrive à notre deuxième point, la mise à l'agenda et le cadrage médiatique. Avec la puissance des médias de masse, la grande question, c'est de comprendre comment ces institutions dirigent concrètement nos débats. Il y a une citation très parlante des chercheurs McCombs et Shaw qui date de 1972 avec leur théorie de l'agenda setting. En gros, ils expliquent que les médias ont un pouvoir colossal. Ils ne forcent personne à adopter une opinion précise, non. Par contre, ils décident de quoi on va parler. Ce qui fait la une des journaux dicte littéralement l'ordre du jour des discussions à la machine à café. Et ça nous amène au concept de cadrage, le fameux framing d'Erving Goffman. Prenons un exemple très concret, la réforme des retraites de 2023 en France. Sur exactement le même événement politique, les acteurs vont appliquer des grilles de lecture diamétralement opposées. Le gouvernement présente ça comme une nécessité économique absolue pour sauver le système, alors que les syndicats, eux, parlent de régression sociale et d'attaque contre les droits. Le média, en fait, c'est l'arène où se battent ces différentes définitions. Troisième partie, l'intersectionnalité des représentations. Parce qu'au-delà des sujets qui sont débattus, il faut vraiment regarder à la loupe qui obtient le privilège d'être vu et entendu. C'est simple, les médias ne sont pas juste un miroir neutre de la réalité. Le concept d'intersectionnalité créé par Kimberlé Crenshaw en 1989 nous montre que la représentation fonctionne un peu comme une matrice complexe. Une personne peut subir plusieurs discriminations en même temps, liées au genre, à la classe, à la race, et ces discriminations se croisent pour former une expérience unique. On ne peut pas juste les ranger dans des cases isolées. Et dans les médias, il y a des mécanismes très puissants qui filtrent la réalité et banalisent ces inégalités. On a le male gaze, où le regard masculin hétérosexuel s'impose comme la norme absolue. On a le white gaze, qui invisibilise ou met à l'écart les minorités. Il y a aussi la populisation, qui exotise ou rabaisse les figures politiques. Et bien sûr, la création de stéréotypes, qui simplifie à l'extrême un monde complexe. Bref, c'est toute une mécanique qui marginalise en silence certaines identités. Alors, grande question, que se passe-t-il quand Internet et les réseaux sociaux entrent dans la danse ? Eh bien, c'est une vraie fracture. Les filtres éditoriaux à l'ancienne volent complètement en éclats face à une logique de viralité totalement inédite. Ce qui nous mène directement à notre quatrième point, les désordres de l'information et les fake news. Avec l'ère numérique, on bascule dans une économie de l'attention impitoyable où le choc émotionnel écrase souvent la rigueur du journalisme. Pour s'y retrouver, les chercheurs Wardle et Kerakshan ont créé un classement hyper utile parce qu'il faut vraiment faire la différence entre une simple erreur et un acte malveillant. Il y a la mésinformation. Le contenu est faux, mais sans mauvaise intention. Ensuite, la désinformation. Là, c'est faux et c'est fait exprès pour tromper. Et le pire, c'est la malinformation. On utilise des faits totalement réels, mais on les détourne pour nuire consciemment. En fait, la crise des fake news aujourd'hui, c'est pas juste une histoire de mensonges, c'est une véritable militarisation de l'information. Évidemment, le fact-checking essaye courageusement de faire le ménage, mais il se heurte à un obstacle majeur, le fameux effet boomerang. Parfois, quand on corrige une fausse info, ça braque certaines personnes, qui vont s'accrocher encore plus fort à leurs croyances. Et le simple fait d'en parler redonne un coup de boost à la viralité du mensonge. Surtout qu'avec les algorithmes qui s'emballent et les deepfakes générés par intelligence artificielle, la rumeur va toujours beaucoup plus vite que l'humain. On arrive au cinquième et dernier pilier, les cyberviolences et l'espace numérique.
Il est temps de regarder comment cet espace en ligne ultra polarisé impacte les citoyens dans leur chair et dans leur tête. Le chiffre est terrible, 40%. 40% des internautes français déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement. C'est énorme et ça prouve bien qu'on ne parle pas de petits dérapages isolés. C'est une véritable crise systémique qui empêche la démocratie de respirer. En fait, la structure même des réseaux sociaux sert d'amplificateur à ces violences. On parle de cyberharcèlement répété qui détruit la santé mentale, de discours de haine ultra ciblés. Il y a aussi le doxing, c'est-à-dire balancer des données privées en ligne, le revenge porn ou encore le dogpiling, ces fameuses attaques coordonnées en meute. Les plateformes ont pris des haines qui existaient déjà dans la société et les ont accélérées à une échelle industrielle. Et pour bien comprendre qui est visé, une autre statistique saute aux yeux. 84% des victimes de cybersexisme sont des femmes. Cette violence numérique, c'est pas juste du hasard. Ça agit comme une mécanique d'exclusion implacable, clairement conçue pour punir et réduire au silence la parole des femmes dans le débat public. Mais attention, tout n'est pas que noir sur les réseaux. Le numérique a aussi permis l'émergence de mouvements de résistance incroyablement puissants. En regardant la chronologie, on voit bien l'évolution. On part des campagnes de harcèlement de Gamergate en 2014 pour arriver au séisme MeToo en 2017. Là, un traumatisme privé s'est transformé en une action collective mondiale impossible à ignorer. Et puis on a vu se consolider un vrai féminisme de terrain, illustré par le mouvement #NouToutes en France en 2019. Les hashtags sont devenus des armes de mobilisation redoutables, ce qui nous laisse face à une réflexion cruciale. Ces plateformes algorithmiques amplifient en même temps de grandes mobilisations démocratiques et des violences systémiques ravageuses. Alors, qui devrait avoir le pouvoir de modérer l'espace public aujourd'hui ? La société navigue à vue au milieu de ce capitalisme de l'attention et au final, l'avenir de la liberté d'expression et la santé de notre démocratie dépendent entièrement de la manière dont on va répondre à cette immense question de la régulation. Un défi majeur qui va définir nos vies pour les années à venir. Merci d'avoir suivi ce décryptage.